Ce soir, c'est un plaisir de vous retrouver pour la saison 2022-2023 des Mercredis de l'Histoire. C'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, on a 7 belles présentations pour vous durant l'année qui s'amorce maintenant. Et la première, cette année, va traiter d'un pionnier, d'une famille pionnière, en fait. Là, j'essaie de me corriger depuis que je prépare la présentation et de m'assurer de mentionner que je vais parler d'un couple et non pas d'une seule personne. Donc, de René Duchesneau du Sans-Regret et de sa femme Jeanne Guérin, pionnier à la Haute-Saint-Charles. Là, vous allez vous demander vraiment pourquoi j'ai le goût de vous parler de ces personnes-là. Bien, il y a une historique derrière le fait que j'ai choisi de faire ma première conférence autour de ces pionniers-là ce soir. C'est parce que, en fait, nous avons fait l'acquisition officielle du monument à René Duchesneau du Sans-Regret et à sa femme Jeanne Guérin, qui se trouve sur la rue de l'Hôpital, sous les lignes d'Hydro-Québec, dans le bas de la rue de l'Hôpital, au sud de la rue Durand. Donc, il y a un monument qui a été placé là par une corporation qui s'appelait la Corporation des descendants de René Duchesneau dit Sans-Regret, Inc. Et cette corporation-là a cessé ses activités à peu près au moment où la pandémie a débuté et nous ont contactés, nous, la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, pour voir si nous avions de l'intérêt à prendre possession du monument et à pérenniser le monument dans le temps pour s'assurer qu'il y ait de l'interprétation, des hommages et de la préservation du savoir autour du travail qui avait été fait par la corporation. Ce que nous avons accepté, bien sûr, parce que c'est dans notre mission. Et derrière ça, il y avait juste une chose à faire qui s'est avérée compliquée, c'est-à-dire de devenir locataire officiel du petit bout de terrain où se trouve le monument près des lignes d'hydro sur la rue de l'Hôpital. Alors, on a commencé les démarches il y a plus de 2 ans, ou à peu près, en tout cas, je ne me souviens pas des dates exactes, afin de louer le terrain, 3 ans, merci, on me fait signe à l'arrière que ça fait 3 ans, pour louer le terrain à Hydro-Québec. Et là, tout d'un coup, la pandémie est arrivée et on s'est retrouvé à parler des gens qui étaient plus ou moins présents, qui étaient en télétravail, qui n'étaient pas là, qui ne nous répondaient pas, à qui on envoyait des courriels, qui ne nous répondaient pas, puis que ça a été compliqué. Pour finalement, il y a quelques semaines, j'oserais dire, là, mois au plus, bien, on est devenu officiellement les propriétaires en louant à vie, je mets des guillemets, le lot pour le coût de 750 $ plus taxes, si je me souviens bien. Alors donc, on est quasiment des propriétaires fonciers, mais on n'en est pas, on est juste des locataires d'un petit bout de terrain sur lequel se trouve cette pierre-là. Alors, d'où l'intérêt de mettre en valeur cet acquis-là à travers un mercredi d'histoire. Alors, donc, on a décidé de commencer notre saison en mettant en valeur ces personnages-là, entre autres René Duchesneau du Sans-Regret et sa femme, Jeanne Guérin, dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, là, dizaines de minutes, là, etc. Là, je ne sais pas exactement combien de temps ça prend. Alors, voilà l'origine de l'histoire de l'affaire. Parce que là, en fait, quand j'ai lu, moi, je suis allé voir les vieilles pages de la corporation, des descendants de la famille Duchesneau du Sans-Regret. Là, j'ai comme compris qu'ils avaient mis ce monument-là en 1995 parce qu'ils voulaient mettre en valeur, là, je mets des guillemets, la première terre sur laquelle aurait, je parle au conditionnel, vécu la famille de René Duchesneau du Sans-Regret. Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la vérité. Hein? Parce que, tu sais, vous savez, nous, là, Société d'histoire, nous, en histoire, on est des détectives. Hein? Puis, là, je vois des gens qui hochent la tête dans la salle, là. On fait du travail de détective dans le temps à partir de sources écrites, hein, qui sont incomplètes. Ça nous achale. Puis nous, on a la mission divine de reconstruire le passé disparu à l'aide de ces sources partielles. Pourquoi je dis divin? Parce que Dieu a construit un monde qui est disparu, puis nous, les historiens, on le reconstruit. Tu comprends notre mission divine? Tu sais?
Fait qu'il y a Dieu, puis il y a les historiens. C'est là que je me situe. Je t'embarque avec moi dans la divinité cette semaine, si tu veux. Il ne faut pas que je me mette à décrocher le même, donc ça peut être long. Alors, là, moi, j'ai cherché, j'ai tenté de prouver que la pierre était bien placée sur la première terre qui a été occupée par Duchesneau et sa femme. Ah! Étrangement, c'est pas ça. Alors, ce que je vais vous démontrer ce soir dans la présentation, bien sûr. Alors, oui, allez-y. Ben là, je vais faire un appel aux bénévoles. Là. Y a-t-il des bénévoles qui ont un diable, un gros diable? Oui, oui, c'est mon frère d'ailleurs qui veut m'organiser ça. Alors, je fais une courte biographie de René Duchesneau dit sans regret. Alors, René Duchesneau dit sans regret fait partie de la catégorie des personnes qu'on appelle un immigrant. Donc, lui, il a immigré de la France vers la Nouvelle-France à un moment qu'on ne sait pas exactement quand, avec précision. Il est né en France, il a immigré. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter la première trace écrite qu'on retrouve de René Duchesneau dans les registres. Donc, la première fois qu'il apparaît. Donc, on peut soupçonner, bien sûr, qu'il est arrivé avant cette apparition dans les registres, bien sûr. Alors, René Duchesneau sans regret est né vers 1665. Il était soldat de la Compagnie franche de la Marine, fils de Pierre Duchesneau en France et de Charlotte Roy de Saint-Martin. Je souligne le Saint-Martin. Je t'en dis pas plus. Retiens que j'ai souligné Saint-Martin. OK? Ville de Fleuret, diocèse de Poitiers, département de Vienne en France. Donc, Poitiers, à l'ouest, à peu près dans le milieu de la France. D'accord? Une célèbre bataille à Poitiers en 732 entre Charles Martel et les Arabes. En tout cas, on ne parlera pas de ça ce soir. Alors, il va se marier à Charlebourg. Bien là, Charlebourg, là, c'est la grande paroisse de Charlebourg. Hein? Tu sais bien que c'est avant la division avec la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette en 1794. D'accord? Fait que ça ne nous indique pas vraiment où c'est qu'il habitait dans Charlebourg quand il se marie. Alors, il se marie à Charlebourg le 14 février 1695 avec Jeanne Guérin. Jeanne Guérin, qui, elle, était née le 29 novembre 1676, donc c'est une petite jeunesse de 18 ans, fille de Clément Guérin et de Périne Coirier. Et René Duchesneau a été inhumé à Charlebourg, dans le cimetière ancien de Charlebourg, qui se trouve là, derrière le presbytère d'aujourd'hui à Charlebourg. Là. Le vieux cimetière de Charlebourg, là, c'était dans la commune à l'arrière de l'actuel presbytère de Charlebourg. Là. On ne parle pas du cimetière le long de Louis XIV qu'on voit quand on s'en va vers l'église. C'est le premier cimetière. Et donc, il avait, le 10 mai 1740, 75 ans. Alors, ils eurent ensemble 13 enfants, dont 6 survécurent et ont perpétué la lignée de tous les Duchesneau d'Amérique du Nord. Alors, tu t'appelles Duchesneau, c'est tes ancêtres. D'accord? Y a-tu des Duchesneau dans la salle? Ah oui! Il y a Mme Duchesneau à l'arrière, dans la salle. Je suis content de vous voir, Mme Duchesneau. Alors, on parle de vous, là, ce soir. Oui, c'est ça. Alors, donc, entre autres, les Duchesneau, mais certainement pas juste les Duchesneau. Vous allez voir qu'il y a du monde qui porte d'autres noms qui ont les Duchesneau et Jeanne Guérin comme ancêtre, bien sûr. Ça va? Oui. Allez-y. Là, on parle de M. Savard. J'ai entendu votre voix. J'ai dit 6. C'est 8. C'est 8 survécurent. Je ne sais pas pourquoi. Hein, voilà. Alors, la première trace connue de René Duchesneau dit sans regret. Là, on est dans le PRDH. Le PRDH, c'est quoi? C'est le programme de recherche en démographie historique. C'est une base de données qui a été créée par l'Université de Montréal, par la faculté ou le département de démographie à l'Université de Montréal, qui ont pris l'ensemble des registres de baptême, mariage, sépulture, entre autres, avec quelques ajouts supplémentaires là, de registres de conversion, de registres de malades, etc., et qui ont fait une base de données dans laquelle base de données on retrouve les éléments essentiels de l'acte. D'accord? Les gens présents, qu'est-ce qu'on fait, la date,
etc., etc. Donc, et on collige ça sur une fiche qui est accessible en ligne quand on est membre du PRDH et sur lequel, non, comme vous voyez ici, on pourrait cliquer. Alors là, évidemment, là, je ne peux pas cliquer, là, vous comprenez, parce que c'est un copier-coller, là. Mais si je copiais, je cliquais sur René Duchesneau sans regret, ben, je pourrais avoir accès à sa fiche familiale où on verrait quand est-ce qu'il est né, avec qui il s'est marié, quand est-ce qu'il est mort, où il est enterré, etc., etc. Donc, ça permet d'aller chercher des informations sans avoir entièrement à faire le tour du registre quand on cherche sur un personnage. D'accord? Alors ici, quand j'ai fait ma recherche de René Duchesneau du Sans Regret dans le PRDH, puis là, je me suis limité dans le temps pour essayer de voir les premières traces. Bien, la première qui apparaît, c'est dans un registre d'hospitalisation à l'Hôtel Dieu de Québec. Ça commençait bien. Alors, il arrive ici en Nouvelle-France, lui, probablement au moment où il est arrivé ou à peu près. Regarde, on parle de 1694. Probablement qu'il venait d'arriver depuis peu, puis là, ben, il s'est retrouvé à être malade. Et en étant malade, il a été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, chez les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, là, les Augustines, à l'Hôtel-Dieu, dans le Côte-du-Palais, là. Vous savez ça, c'est ça. Fait que les Augustines avaient un registre des malades et elles indiquaient les noms de ces gens-là. Et c'est la première trace que j'ai trouvée, autant dans les Archives nationales du Québec que dans les registres, dans les baptêmes, mariages, sépultures, etc., de la présence de ce pionnier, René Duchesneau du Sans Regret. Donc, on voit ici, profession, il était soldat de la compagnie de M. Degré. Hein? Vous allez voir, ça va revenir, ça, ce nom-là. Soyez alerte, vous l'êtes bien sûr. Alors, ça va revenir, ce nom-là. Donc, il était soldat. Alors, les autres nous intéressent moins, mais quand même. Un indice qui me dit qu'il venait d'arriver depuis peu. D'accord? Origine, Poitiers, pas de résidence. Il ne réside pas. Le deuxième, Maurice Derry, résidence Charlebourg, origine Paris. Lui, il réside. Le troisième, Catherine Lépine, résidence Beauport. La quatrième, Marianne Martine, résidence Boucherville. Donc, il réside, sauf Duchesneau du Sans Regret. Mon hypothèse, que je n'arrive pas à vérifier, Duchesneau venait d'arriver en bateau depuis peu. Il est tombé malade. On l'a hospitalisé. On l'a soigné. On l'a sauvé. D'accord? Heureusement pour vous. Heureusement pour vous. On l'a sauvé. Alors, voilà, c'est sa première trace. Ça va? Sa femme, Jeanne Guérin. Alors, biographie de Jeanne Guérin. Jeanne Guérin est née le 26 novembre 1676 à la Petite Auvergne. Alors, si tu vois dans ta tête le trait carré de Charlebourg avec sa forme en étoile, son territoire en étoile, là, les angles là, comme ça et l'église au centre. Et au sud du trait carré de Charlebourg, il y a un demi-trait carré et ça s'appelle Petite Auvergne. Alors, c'est là qu'elle est née avec ses parents. Bien, elle est née avec ses parents. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Il est tard, là. Alors, elle est née. Et donc, c'est ça. Elle est née donc, le 26 novembre 1776 du mariage de Clément Guérin et de Perrine Coirier. Alors, ses parents étaient des immigrants mariés en France. Ça, c'est curieux. Ça arrive, mais c'est plus rare à cette époque-là. Donc, ses parents ils sont arrivés dans les années 1660-70, à l'époque où on a un très grand déséquilibre homme-femme et qu'on doit envoyer 600 à 700 femmes, les filles du roi, pour se marier avec les pauvres gars qui étaient ici, puis qui étaient 28 pour marier une fille de 14 ans. Alors donc, on a envoyé beaucoup de femmes célibataires, alors que là, on a un couple marié qui va immigrer et qui va venir s'installer ici. Donc, c'est ça. Elle était la 6e enfant d'une famille de 10. D'accord? Là, j'ai dit les bons chiffres comme il faut. Je me suis concentré. Bon. Dans le contrat de mariage, là, vous allez voir pourquoi dans la prochaine diapositive, je ne vous donne pas beaucoup d'informations sur le contrat de mariage. Parce que le contrat de mariage, il est un petit peu difficile à lire. D'accord? Parce qu'il est difficile à lire. Tu vas voir, je vais te le montrer dans quelques instants. Donc, le 30 janvier 1695, 2 semaines, ou à peu près, ils se sont mariés le 14 février. Tu t'en souviens? Moi, je retenais la date, 14 février, on retient ça. La Saint-Valentin.
30 janvier 1695, René Duchesneau du Saint-Regret et Jeanne Guérin signent un contrat de mariage devant le notaire Chamballon. On indique, entre autres, puis là, ben, j'ai fait mon possible. Là. Je t'en ai mis un peu, mais je n'étais pas capable d'en mettre plus, je n'étais pas capable de le lire. D'accord? J'ai fait mon possible. Que Duchesneau est soldat de la compagnie de M. Degré, AY. Tantôt, dans le registre des malades, on disait Degré, EE. D'accord? Donc, il y a quelque chose, là. Alors, que Jean Merdieux dit Bourbon, on l'appelle parfois Mérieux dit Bourbon, Merdieux avec un X, donc toutes les calligraphies sont possibles, dit Bourbon est présent lors de la signature du contrat de mariage. C'est son nom. Lui aussi, il y a quelque chose. Tu vois, je vais revenir sur lui. C'est un gars qu'on connaît. Bien, qu'on connaît, on ne l'a pas connu, mais c'est un gars qu'on va connaître, qu'on va reconnaître. Je ne sais pas comment dire. Et on mentionne aussi que le tout a été régi par la coutume de Paris, donc qui était le droit civil français et qui relevait d'une coutume, de pratique, d'une jurisprudence non écrite nécessairement, qui va le devenir éventuellement, et que le mariage était régi par cette coutume-là. Puis après, j'ai écrit, etc. À part de pouvoir te dire qu'il ne savait pas écrire personne, ni signer, il faudrait que j'investisse genre plusieurs heures de ma vie pour lire entièrement le contrat de mariage, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes révélations. J'ai cru deviner, puis là, je me garde une petite réserve en me disant ça, j'ai cru deviner qu'à un moment donné, je croyais lire qu'ils allaient habiter pendant 6 mois chez quelqu'un. Là, chez quelqu'un, je ne suis pas sûr c'est qui, mais je soupçonne que c'était chez Clément Guérin, le père de Jeanne Guérin, son épouse. Mais je te le garantis pas, je me garde une réserve là-dessus. Alors voici. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ne sont pas pires. Il y en a qui sont difficiles. Il y en a qui sont difficiles, comme dirait l'autre, elle dit ça. C'est difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile d'essayer de dire ça. Tu sais, c'est ça. Fait que je te promets pas que je ne le lirai pas un jour. Peut-être que je vais le lire un jour entièrement puis que je te révélerai d'autres choses. Mais pour l'exercice de la soirée, j'ai eu de la difficulté à faire sortir quelques éléments dedans. D'accord? C'est dans la catégorie des moins faciles. On va dire ça comme ça. Donc, c'est le 30 janvier 1695, entre René Duchesneau. Donc, on écrit juste Duchesneau, là. Alors, remarque ça aussi, là, en haut, là. On mentionne juste, on le voit quand même assez bien, là. Juste René Duchesneau et Jeanne Guérin. On ne mentionne pas le dit sans regret, là. On va voir qu'à un moment donné, là, dans le temps, là, le dit sans regret va disparaître. Êtes-vous avec regret ou sans regret? Si vous êtes sans regret, je sais bien, mais ça disparaît à un moment donné. Ça va? Super. On commence à construire l'affaire. Je m'en viens. Le monument. Le monument se situe sur la deuxième terre du couple. Alors, étrangement, le monument que la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles a acquis se trouve sur la seconde terre concédée au couple. Alors, nous ne savons pas si la Corporation de descendants de René Duchesneau du Sans-Regret, Inc. savait ou était au courant de ce fait lorsqu'ils ont fait graver et installer le monument sous les lignes d'Hydro-Québec en 1995. Dans la côte, hein, dans le rang, Saint-Martin-dit-Pincourt. D'accord? Hein, ce rang-là s'appelle Saint-Martin-dit-Pincourt. Pincourt, tu connais ça? Tu connais le nom de la rue Pincourt? Ça vous dit quelque chose, la rue Pincourt? Il y avait le Bonnie avant, là, où tu allais manger une crème glacée. La rue Pincourt. Puis là, autrefois, elle longeait, elle tournait au bout, hein, chez M. Ward. Puis elle montait, elle suivait la rivière Saint-Charles, puis elle arrivait dans rue Lessard. Hein, tu savais? Ça, c'était Pincourt. Ça, c'est ça. Fait que cette côte-là, à l'ouest de la rivière Saint-Charles, portait ce nom-là. Saint-Martin, dite Pincourt. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je t'affirme, hors de tout doute, que ce monument-là n'est pas placé sur la terre d'origine des Duchesneau du Sans-Regret et de Jeanne Guérin. Je vais te le prouver. Alors, René Duchesneau du Sans-Regret se fait concéder une terre à la côte Saint-Jacques, dite
de la misère. Bon, là, on la connaît, cette côte-là. On en a parlé souvent. Il y a des affaires que tu connais là-dedans. On s'en souvient. Alors, le 15 mars 1698, précisément, les Jésuites concèdent 10 terres, toute la même journée, en même temps, par le même notaire, à 10 censitaires qui ouvrent un rang, une côte, nord-sud, le long de la rivière Saint-Charles. Alors, il se fait concéder une terre à la côte Saint-Jacques, dite de la misère, dans la seigneurie Saint-Gabriel, par les seigneurs jésuites propriétaires de la seigneurie. Il est donc un pionnier de la côte Saint-Jacques, puisque cette journée est celle de la concession des 10 premières terres de cette côte. Côte, c'est rang, c'est le sens de rang, hein, quand je mets côte avec un C majuscule. On indique dans l'acte de concession qu'il, guillemets, jouit de la terre depuis 2 ans sur simple concession verbale. Fin de la citation. Donc, on sait que Duchesneau et les 9 autres, c'est écrit dans les 10 actes de concession, qu'ils habitent tous la terre depuis à peu près 2 ans et on a attendu, on a mis un délai avant de concéder officiellement par un acte notarié. D'accord? Ce qu'on fait tout en même temps le 15 mars 1698. D'accord? Les Jésuites avaient cette pratique-là. Ils faisaient ça de temps en temps. C'est désagréable. Pourquoi? Parce que nous, les historiens, on travaille avec des traces écrites. Puis des fois, ils concédaient des terres verbalement et jamais ils les concédaient par écrit. Ce qui faisait en sorte que parfois, il y a des gens qui ont habité quelque part, qui sont partis, qu'on ne l'a jamais su. D'accord? Alors, la concession verbale, c'est désagréable pour les historiens, mais quand ils concèdent par la suite, on peut mesurer et vérifier la chose. Donc, pour ces 10 terres-là, on va le faire. Donc, ils l'occupent depuis environ 2 ans. Fait que là, environ 2 ans, généralement, on concède ça à la fin du printemps, au début du printemps, plutôt à la fin de l'hiver. On prend acte de la terre, puis on commence tout de suite à défricher pour être capable de se planter cul de graines dans la terre pour avoir de quoi manger à la fin de l'été. D'accord? Alors, c'est ça l'objectif, se construire une cabane rapidement pour essayer de survivre aux moustiques, à l'été qui s'en vient, à la chaleur, puis être capable de se couvrir un peu, de se construire une petite cheminée temporaire dans une cabane pour pouvoir passer l'hiver, le premier hiver, couper du bois pendant l'hiver, le faire sécher, pour pouvoir éventuellement se construire une maison, puis la première cabane devient éventuellement la grange, un bâtiment de ferme. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on concède généralement à la fin de l'hiver, au début du printemps. Ce n'est pas une règle sine qua non. C'est ça qu'on dit. Alors, donc, il y est depuis 1696, l'année suivant son mariage avec Jeanne Guérin. Donc, le contrat en 95, on se marie, on passe quelques mois peut-être chez le beau-père, puis on commence à occuper la terre, puis on commence à faire ce que je t'ai dit pendant 2 ans. Puis là, oups, on décide de l'habiter. Fait qu'on se fait concéder officiellement la terre. 2 ans plus tard, on est rendu en 98. Correct? Alors, c'est là qu'on est rendu. Alors, ses voisins, parce que dans un acte de concession, ce qui est magnifique, surtout quand on les concède tous en même temps, on indique toujours qui est le voisin. D'accord? Hein? Borné au nord par un tel, au sud par un tel. Donc, voilà dans ta tête. Là, les terres de Saint-Jacques, tu as la rivière Saint-Charles. Les terres de Saint-Jacques sont est-ouest. D'accord? Avec le chemin qui est le même chemin qu'aujourd'hui, parallèle à la rivière, avec la maison pas loin du chemin, du côté est du chemin. Donc, on les concède les 10 comme ça, d'un coup. Alors, ses voisins à René Duchesneau du Saint-Regret sont Jean Gaulin au nord et une terre non concédée au sud. Donc, Duchesneau a la 10e des 10 premières terres. Au nord, ça va? Au nord, c'est le sud du rang Petit Saint-Antoine. Tu connais la rue Saint-Antoine, de l'autre côté de la rivière, qui s'appelle Court-Métrage aujourd'hui. Les terres allaient jusque vis-à-vis la rue Durand, si tu veux, qui était le sud. La rue Durand, c'est le sud des terres. Puis
je vais te le dire comme il faut, là, tu comprends, je pense. Hein? Puis à partir du sud de ces terres-là à la rue Durand, les terres commencent à être est-ouest plutôt que les terres nord-sud qui avaient front ici sur la rue Racine. Donc, au sud de la rue Durand, ben, la première de ces terres-là, ben, il y en aura 10, puis la 10e, plus bas que Chauveau, là, c'était la terre de René Duchesneau du Sans-Regret. Puis là, ben, Gaulin, c'est un gars spécial. Gaulin, parce que Gaulin, en fait, on ne le retrouve pas, Gaulin. Gaulin, il disparaît. Gaulin, on ne le retrouve pas, Jean Gaulin, dans les actes de baptême, mariage, sépulture. Il n'existe pas, Gaulin. Je vais aller chercher, puis il n'existe pas. Il est nommé. Il y a une terre. Qu'est-ce qui est arrivé à Gaulin? Je ne sais pas. Bon. Disparu. Je ne sais pas. Ah. Il y avait des Gauvins dans Sainte-Geneviève, entre autres. Là. Gaulin. Alors, René Duchesneau va vendre sa terre le 12 février 1699. Ça n'a pas été long. Il est pionnier dans Saint-Jacques, mais il y a vent. Ça n'a pas été long. Il y a vent à François Chartreux et à sa femme Apolline Morin. Ces noms devraient vous dire quelque chose. Vous le reconnaissez, hein? La Fourche! Certainement! On s'en souvient! À l'été 1704! Hein? Apolline Morin reçoit un coup de fourche. Apolline Morin reçoit un coup de fourche de Nicolas Ledoux du Latreille. Ben oui, je le sais que vous l'avez vu, sa rue Racine a traîné sa rue Racine pas loin, Apolline Morin. Hein? Vous allez voir qu'à soir, Apolline Morin, ce ne sera pas la seule que vous allez avoir vu traîner sa rue Racine. Vous allez en voir un autre. On se concentre. Alors donc, Chartreux, après ça, lui, il se fait battre à coups de bâton sur la tête par Nicolas Ledoux du Latreille, qui a la terre numéro 4, si je me souviens bien, 4 ou 5, en partant du nord. En revenant du moulin des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, donc le moulin des mères, ça vous dit quelque chose, au coin de Bastien, les balayeuses, réparation balayeuses, tu sais où, là? En face, le long de la rivière du Berger, il y a un moulin à eau faisant farine, des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, puis il était allé là, moudre, le 15 novembre. Hein? Puis en revenant, il s'était fait battre. Chartreux s'était fait battre à coups de bâton sur la tête par Nicolas Ledoux du Latreille. C'est eux autres. Fait que Chartreux achète cette terre-là de Duchesneau du Sérangrais en 1699. Ça va? Mais là, vous allez dire, qu'est-ce qui va arriver? La terre puis tout ça. Denis Paul a une question. Oui. Il n'était pas propriétaire, mais il vendait en fait le titre seigneurial. C'était quelque chose qui était possible, qui n'était pas avantageux parce qu'il devait payer une genre de taxe qu'on appelle les lods et ventes, LODS et ventes, qui était un peu comme un gain en capital. Vous voyez-le de même? Je le comprends de même dans ma tête, qui était payé au seigneur en lien avec la vente. Donc, il fallait que ce soit assez payant pour qu'il assume le montant puis qu'il recommence en neuf quelque part ailleurs. On se comprend? C'est ça qui va arriver, là. Il va recommencer en neuf quelque part ailleurs. Voilà. On a ici, en fait, un document, le document de la concession de René Duchesneau du Sans-Regret. Donc, tu sais, un document de notaire, là, on plie ça, là, on fait de l'origami, je ne sais plus trop comment, sur une feuille 8,5-14, là. On plie ça, puis il y a un côté qu'on voit, là. Puis là, il y a une écriture qui nous dit c'est quoi qu'il y a dans le texte, dans le document. Là, c'est écrit, c'est ça que je te montre ici. Concession, route Saint-Jacques à René Duchesneau, hein, on le sépare du Chesneau, le 15 mars 1698, ça c'est l'acte de concession. Après ça, on met une note. François Chartreux a acheté la présente habitation le 12 février 1699. Là, on mentionne la grosseur de la terre. Donc, 6 arpents et demi, 4 chapons, probablement 6 sols et 4 sols marqués de sens errante. Là, il y a un bout qui manque, mais c'était les redevances seigneuriales que le propriétaire, le censitaire de cette terre-là devait payer annuellement aux seigneurs jésuites. Le 11 novembre de chaque année, dans la journée qu'on appelle la journée de la Saint-Martin d'automne,
le 11 novembre, qui est le paiement des rentes seigneuriales. Pourquoi on faisait ça cette journée-là? Parce qu'on était dans l'abondance, qu'on avait plein de récoltes de l'année, puis que là, on pouvait payer facilement. Hein? On pouvait se faire payer facilement. C'est un genre d'action de grâce, ça, si on veut. Oui, oui. Pour le Seigneur, c'est ça. Bien sûr, toujours. Toujours, toujours, toujours. Oui, vous avez une question, M. Martel? Ouais. Oui, je vais vous montrer une carte dans un instant. On va bien voir les terres, donc la terre de Philippe Paquette, Pasquier, donc se trouve également dans les 10. Mais il n'est pas le concessionnaire original. Il va racheter lui aussi là, en 1701 de mémoire une terre qui avait été concédée à Nicolas ou Joseph Brosseau de mémoire, là, je pense. La prochaine. La terre dans la côte Saint-Martin, dite Pincourt. Ben non, on y vient parce qu'il y a un monument. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, que ça s'explique. Hein? Qu'il y ait une raison qui nous permette de comprendre pourquoi il y a un monument qui a été placé là. Alors, on peut prétendre, quand je dis ça, c'est moi, là, on peut prétendre que la vente de la terre de Saint-Jacques à Chartré en 1699 amène Duchesneau du Sans-Regret à se faire concéder une nouvelle terre au même moment dans une nouvelle côte, ailleurs. Hein, on se comprend. Nous croyons que 1699 marque l'ouverture de la côte Saint-Martin, dite Pincourt, et que René Duchesneau du Sans-Regret en devient non seulement un pionnier, mais le premier pionnier. Oh, ça c'est. Je commence avec on peut prétendre. Hein? Je suis dans l'hypothèse. Je ne suis pas capable de le vérifier pleinement à 100%, mais je pense ça. Hein? Puis je vais essayer de te démontrer que mon hypothèse, elle peut se tenir. Voici pourquoi. 1. René Duchesneau de Sans-Regret provenait de la paroisse Saint-Martin en France. Saint-Martin. Saint-Martin dit Pincourt. Ah? Pourquoi pas? On cherche souvent pourquoi, d'où viennent ces noms de rangs de côtes. On n'a jamais de réponse. Pourquoi ça s'appelle Sainte-Claude, Sainte-Geneviève? Pourquoi ça s'appelle Lormière dite Sainte-Barbe, Saint-Jacques de la Misère? Ici, j'ai quelque chose. Hein? C'est la seule fois que je trouve de quoi. Alors, Saint-Martin, moi, je prétends, j'ose croire, je serais à l'aise avec l'idée d'affirmer que ça peut s'appeler Saint-Martin dit Pincourt, parce que le premier pionnier, que la première terre, au nord, juste dans le bas de la rue Durand, au bout des autres terres de la rue Racine, ben, je prétends qu'il y a la première, puis qui a donné le nom de sa paroisse à ce rang-là qu'il venait d'ouvrir. Alors, il est légitime de penser qu'il aurait été à l'origine du nom de cette côte, la côte Saint-Martin, dite Pincourt. Deuxième argument, René Duchesneau du Sans-Regret habite la première terre, je viens de le dire, au sud de la côte Saint-Antoine, donc la rue Racine. Donc, la première terre de la côte Saint-Martin, dite Pincourt. Ça se tient, mon affaire. D'accord? Je pense, en tout cas. Aide-moi à trouver d'autres hypothèses si tu as des idées. Mais pour le moment, mon affaire, je pense que ça se tient. Puis je vais te le montrer. Là. On évoquait ça tantôt. Voici un extrait de la carte de Gédéon de Catalogne qui a été construite en 1709, qui est clairement une carte imparfaite parce qu'on ne respecte pas vraiment avec précision la grosseur des terres, leur superficie, etc. C'est imprécis, mais ça donne une idée. Donc, Gédéon de Catalogne en 1709 va produire une terre sur laquelle carte il va indiquer les noms des propriétaires des terres à ce moment-là. C'est comme s'il prenait une photo, floc, en 1709, puis il dit, ben ça, c'est la réalité foncière à ce moment-là, puis voici qui habite où. Alors, je vais vous aider à vous situer. Alors, vous voyez la grande ligne noire courbe qui fait du haut en bas, c'est la rivière Saint-Charles. Vous voyez en fait en haut de cette ligne-là, là, à l'endroit ici, là, si je le pointe, là, il y a une petite chapelle qu'on voit ici.
c'est la chapelle Notre-Dame de Lorette, donc la chapelle du village Huron de Wendake. Donc, c'est pour ça que c'est écrit à côté Nouvelle-Lorette. On est en 1709. Ça fait 12 ans que les Hurons-Wendat sont arrivés à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que Gédéon de Catalogne l'indique. Et là, on pourrait en parler longtemps de cette carte-là, mais quelques éléments à regarder dans ce qui nous intéresse ce soir. C'est d'abord ici, bien ça, c'est les 10, 9, il en manque une. Les 10 terres de Saint-Jacques. Et en face, à l'ouest de la rivière, c'est des terres de Pincourt. D'accord? Pour te situer là, plus à l'ouest encore, c'est les terres de Lormière. Ici, c'est des terres de la rue Racine, le Grand Saint-Antoine, le Petit Saint-Antoine à l'est de la rivière, puis ben, les terres en haut du rang, en bas du rang, etc. Puis plus vers l'ouest encore, la Longue-Queue, hein, Saint-Claude, etc. Donc, les terres qui nous intéressent, je t'ai mis des flèches, là, OK? La terre dans Saint-Jacques, là, ça, je trouve ça curieux. La terre dans Saint-Jacques, sur laquelle a vécu pendant quelques années René Duchesneau dit sans regret, c'est la première terre qu'on ne voit pas. Hein? C'est la terre qui serait ici après. Alors, si on compte, là, 1, Nicolas Brosseau, 2, Paquette, 3, Latreille, ça c'est Latreille père. Après ça, Latreille N, Nicolas, tu connais? Nicolas Ledoux du Latreille, là. C'est lui, le batteur de fourche, puis de coups de bâton sur la tête. Hein? Après ça, on a Bédard, Jacques Gervais, Joseph Verrette, Jean Verrette. Là, ici, on a F. Soret. On ne le connaît pas, lui non plus. C'est la terre de Jean Gaulin. Gaulin et Soret, on ne sait pas trop qui ils sont. Dans la concession de la terre de Jean Gaulin, il y a Jean Verrette comme voisin. Donc, c'est clair pour moi que ça, c'est la terre de Jean Gaulin. Et donc, la terre suivante, qui n'est pas tracée, c'est la terre de notre ami René Duchesneau du Sans-Regret. Donc, première terre à visualiser. Elle n'est pas sur la carte. Qu'est-ce qui est arrivé? Chartreux, il habitait-tu là pour vrai? On ne le sait pas, là. T'sais. Première chose. Deuxième affaire. La terre de René Duchesneau du Sans-Regret, c'est la première terre ici, au sud des terres, dont le front est sur la rue Racine. Vous voyez, c'est écrit sans regret. Alors, quand on trace cette carte-là, on ne mentionne pas Duchesneau, on mentionne sans regret. Tu t'appelles comment, toi? Sans regret. Parfait, sans regret. Hein? Il y a cette première terre-là dans Pincourt. D'accord? Donc, deuxième terre que je veux que tu remarques. La troisième terre que je veux que tu remarques, ici, la terre de Clément Guérin. Clément Guérin, c'est le père de Jeanne Guérin. Jeanne Guérin, qui est la femme de Duchesneau du Sans-Regret qui a vécu là, puis ici. D'accord? Alors, lui, il habite à l'est de la rivière Saint-Charles, au sud du chemin. D'accord? Donc, c'est où? C'est à peu près où se trouve aujourd'hui, je pense, les moulins. D'accord? Les ruines des moulins. Moulins à eau faisant farine, les moulins à papier, etc. Donc, ça serait là. La carte est mal tracée. Tu vois que le reste de sa terre déborde de l'autre bord. D'accord? Ici, de la rivière. Donc, c'est la terre de Clément Guérin. Clément Guérin, il vivait à Petite-Auvergne, tu t'en souviens? Jeanne Guérin est née à Petite-Auvergne, mais à un moment donné, il va avoir un échange de terre. Puis il va se retrouver ici étant près de la rivière, et il va vivre à cet endroit-là. Donc, tu vois là qu'on se marie, on rouvre un nouveau rang, puis on va aller s'établir dans le nouveau rang, pas loin de nos parents qui sont établis depuis longtemps, puis qui ont une terre qui est mieux organisée, mieux défrichée, mieux cultivée, mieux habitée, mieux logée, etc. Là. On ne va pas habiter à Saint-Reculé dans l'arrière, là, ben loin. Là. Hein? Tu connais-tu ça, Saint-Reculé dans l'arrière? Ça, c'est un village qui n'existe pas, mais qui est présent dans toutes les régions du Québec, qui est comme vraiment, tu sais, loin, là. C'est ça. C'est un village mythique, Saint-Reculé dans l'arrière. Oui, oui, ben, Chauveau, ça se trouve quelque part, là, à peu près ici, dans la terre des Verrettes. Moi, j'ai estimé que les Verrettes, là, un des deux,
c'était au coin de ce qui est Chauveau aujourd'hui. Donc, le rang Saint-Bonaventure là, passerait quelque part là, plus ou moins. D'accord? À peu près. C'est ça. J'ai déjà même essayé de calculer, essayer de faire une échelle. La carte, elle ne marche pas. Là. On ne peut pas faire d'échelle et tout ça. Une autre terre que je veux que vous remarquiez. On s'installe proche de notre famille, de notre réseau de solidarité, de notre réseau d'entraide. Puis, je t'invite à voir la première terre à côté de Nouvelle-Lorette. C'est écrit Renault. C'est la terre de Guillaume Renault. Donc, M. Renault, votre ancêtre, très, très lointain. Soldat également d'un régiment de Carignan-Salière, lequel par cœur, je ne m'en souviens plus. Oui, c'est le régiment colonel dans le régiment Carignan-Salière. Va s'établir ici, va être un personnage super important dans la Seigneurie Saint-Gabriel, va être la personne qui sait écrire. Tout le monde va aller le voir pour écrire. Puis il est marié avec une femme super importante aussi, que vous avez vu traîner sa racine cet été, qui s'appelle Marie de la Mare, qui était une sage-femme dans un monde perdu, éloigné de tout, où il y a vraiment beaucoup trop de moustiques, puis qui fait vraiment très froid l'hiver, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'isolation dans ta maison. Le curé est important, c'est sûr, parce que tu ne veux pas aller dans le purgatoire trop longtemps. Mais la sage-femme, c'est quelqu'un de vraiment important. C'est quelqu'un de vraiment important parce que elle va te mettre au monde, puis elle va s'occuper de toi, bébé, puis elle a une sagesse séculaire. Hein? Elle sait et elle aide les femmes à accoucher depuis toujours. Alors, Marie de la Mare, une fille du roi, mariée avec Guillaume Renault, personnage important, lui et elle, puis ils vont jouer un rôle, tu vas voir, dans les prochaines diapositives dont je vais te parler. Fait, terre de la sage-femme, donc à côté de la chapelle Huronne, terre de Clément Guérin à peu près en face, puis la terre de Sans Regret d'un bord, puis finalement de l'autre, de la rivière Saint-Charles. Vous me suivez? Super. Si vous avez besoin que je revienne à la carte plus tard, je vais y revenir sans problème. Parce que je ne t'ai pas parlé encore de la sage-femme, mais elle s'en vient. Là. Hein? Il y a quelqu'un qui va débouler bientôt. Une blague d'accouchement, débouler. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Alors, naissance et résidence. Là, cette diapositive-là est un peu lourde, un peu, mais tu vas voir qu'elle est importante. Lorsque le couple donne naissance à leurs enfants, le couple étant René Duchesneau de Saint-Regret et sa femme Jeanne Guérin, l'acte de baptême rédigé par le curé à Charlebourg indique parfois, pas toujours, des fois on aime ça, des fois il ne le fait pas, des fois il le fait, indique le lieu de résidence des parents au moment de la rédaction de l'acte. D'accord? Tous les baptêmes ont lieu à Charlebourg, hein? Parce qu'eux autres, ils vivent dans la paroisse Charlebourg, parce qu'il n'y a pas encore eu la création de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui va arriver en 1794. Donc, on va se faire baptiser à Charlebourg. C'est loin, hein? C'est loin. D'accord? Voici une liste chronologique des lieux indiqués dans les actes de baptême des enfants de René Duchesneau de Saint-Regret et de sa femme Jeanne Guérin, lieu inscrit par le curé de Charlebourg. D'accord? Là, ça va te donner les années de naissance aussi des enfants. On va y aller lentement. En 1695, il se marie le 14 février. Le premier enfant vient au monde en novembre 1695. C'est correct. On sait compter. En démographie historique, on dit que 8 mois, c'est correct. Parce qu'on laisse toujours le doute. Les scientifiques, là, en recherche démographique, ils donnent 1 mois de doute. Fait qu'on est correct en novembre, d'accord? Pas de... S'il te plaît, hein? Pensez pas qu'il y a du péché, là. Il n'y en a pas eu. Hein? Parce qu'on peut, même en 1695, naître à 38 semaines de grossesse. Ça peut arriver, d'accord? Puis avoir un enfant qui survit ou qui meurt. Ça peut arriver ça aussi. Alors donc, en 1695, on n'indique aucun lieu de résidence.
curé. Concentre-toi, aide-moi, s'il te plaît. Alors, le couple n'a pas encore, à ce moment-là, la terre à Saint-Jacques, en 1695. Habite-t-il chez le bonhomme Guérin? Peut-être, je n'ai pas été capable de lire le contrat. Je te dis. En 1697, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'écart intergénésique vers 1700? C'est l'écart en mois moyen entre deux naissances dans un couple vers 1700. C'est 24 mois. D'accord? En moyenne, il y a 24 mois entre deux naissances. D'accord? Entre la naissance du premier enfant et le mariage, en moyenne, c'est 12 mois. D'accord? Puis en moyenne, ça se réduit à des contractions qui peuvent être causées, par exemple, par un enfant mort-né. Hein, mettons que tu accouches d'un enfant qui meurt, là, ça ne t'attendra peut-être pas 24 mois. Oups, là, il y a une réduction dans la moyenne. D'accord? C'est des moyennes, ça, c'est. Oui, de contraception. Une femme qui allaite, c'est plus difficile de retomber enceinte quand elle allaite. Donc, par conséquent, quand tu as un enfant, ben, au bout de. Après l'allaitement, là, hop, là, tu redeviens disponible biologiquement pour tomber enceinte et avoir un autre enfant. Alors que quand tu n'allaites pas parce que l'enfant est mort-né, tu es disponible pour tomber enceinte parce que tu n'allaites pas. C'est ça. La nature est ainsi faite. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mets-moi pas mal à l'aise. Alors, en 1697, on n'indique pas de lieu de naissance, de résidence. En 1699, au moment où il vend la terre à Chartreux, hein, on indique Charlebourg. Ah, s'il te plaît, on le sait bien que c'est Charlebourg. Si tu fais baptiser dans la paroisse de Charlebourg, s'il te plaît, un peu de précision. En 1702, on n'indique pas de lieu de résidence. En 1703, on indique Saint-Jacques. En 1704, on indique Misère. Puis en 1706, on n'indique rien. Bon, là, je suis confus. Je ne sais plus quoi dire. Techniquement, ils n'habitent plus à Saint-Jacques parce qu'ils ont vendu à Chartreux en 99. Comment ça se fait? Qu'en 3 puis en 4, on indique Saint-Jacques et où Misère? Le curé est-tu mêlé? Il y a plein d'hypothèses. Il habitait-tu chez un voisin en attendant qu'il construise la maison de l'autre côté dans Pincourt? Je ne sais pas. Là, on n'a pas de traces écrites. Moi, je travaille avec des traces écrites. Là, j'émets des hypothèses. Commencer à chercher dans des affaires de même, c'est ça que ça fait. Tu poses plein de questions, tu n'as jamais de réponse. Moi, j'aurais toujours 2-3 questions pour quelques morts là, de temps en temps. Là, j'ai des listes au cas, là, en tout cas. Si jamais tu as des accès, fais-moi signe, j'ai des questions. En 1706, on n'indique rien. Puis pour les 4 naissances de 8 à 14, là, je ne me souviens pas des dates exactes, là, 8, 10, 12, 14 probablement, là, on indique Pincourt. Donc en 8, il est rendu à Pincourt officiellement. Il faut qu'il y soit. Parce qu'en 9, il est sa carte à Pincourt. La carte de Gédéon de Catalogne. Tu comprends? Fait qu'en 8, il était rendu. Puis en 1717, puis 21, ben là, on n'indique plus rien. D'accord? Ça, c'est les dernières naissances. Là, hein? En 17, là, on est rendu loin. Là, à un moment donné, on échappe une fois. Puis on l'échappe une deuxième fois en 21. Puis on n'indique plus rien. D'accord? Les dernières naissances sont souvent comme ça. L'écart intergénétique est plus grand dans les dernières naissances. Les femmes, en fait, sont réputées à être fertiles jusqu'à 49 ans en démographie historique. Et après ça, techniquement, on appelle ça la fertilité, la stérilité définitive. Tout ça, c'est une théorie, bien sûr. Là. Chaque personne est unique. Là. Voilà. Donc, le curé nous donne un peu d'aide, mais nous complique l'affaire un peu plus aussi. Là. On se comprend bien? Alors, le lieu de résidence indiqué change pour Pincourt en 1708, alors qu'on utilise encore Misère en 4. Ce qui ne correspond pas à la logique indiquée dans les documents fonciers, donc à la carte et aux documents de vente à Chartreux.
Que s'est-il donc passé en 1699, la vente de la terre à Chartreux, et 1708, première indication de Pincourt? Les documents ne nous donnent pas de réponse à cette question. C'est décevant. Il faut être humble hein, par rapport aux sources. Oui, vous avez une question, M. Savard? J'y ai pensé. Parce que vous savez, en fait, que le missionnaire jésuite va ouvrir un registre en 1761 et ce registre-là va devenir le registre de la paroisse Saint-Ambroise-de-Génorette lorsqu'elle va être créée en 1794 et qu'on l'appelle, dans les documents du PRDH, là, on l'appelle le registre des Hurons de Loretteville. J'ai déjà demandé au PRDH de corriger cette indication-là qui, à mon sens, ne correspond pas à la réalité. Là. Puis, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas adhéré à ma requête. Que voulez-vous? J'ai essayé. Mais là, on parle d'avant 1761. Je vous ai déjà dit, avec des preuves, que des fois, le missionnaire jésuite qui était présent depuis 1697, à la chute, près de la chapelle Huronne, pouvait parfois donner un coup de main au curé de Charlebourg parce qu'il y avait des urgences. Des fois, il faut baptiser un enfant vite, hein? Parce que sinon, il va être dans les limbes. Hein? Fait qu'on veut éviter ça. Puis celui qui a le pouvoir de baptiser, c'est un prêtre. Puis le jésuite, missionnaire, c'est un prêtre. Fait que dans le trouble, tu vas voir les jésuites plutôt que de marcher 10 km pour te rendre au Très-Carré. Fait que le jésuite faisait parfois des actes de baptême, prenait la feuille, quand il rencontrait le curé de Charlebourg, on insérait la feuille à la bonne place dans le registre. Entre le 15 octobre 1702 puis le 20 octobre 1702, tu as le baptême du 17 octobre 1702. On retrouve ça dans le registre de Charlebourg, des feuilles volantes de même. Jusqu'en 1761, il y en a là périodiquement. Mais ce n'est pas ça. Parce que dans le PRDH, il l'indiquerait que c'est dans le registre des Hurons de Loretteville. Il n'indiquerait pas Charlebourg, il indique la paroisse dans la fiche du PRDH. J'y ai passé, mais c'est pas ça. Ils ne sont pas là. Voilà. Ça va? Ouais. Peut-être un peu technique ce soir, là. En tout cas, j'ai eu du plaisir. J'en ai encore. La sage-femme. Bon, il y a une des naissances, la naissance de 1706. Moi, je t'ai dit que c'était un baptême, je t'ai un peu menti. C'est pas un baptême, on n'a pas eu le temps de baptiser. L'enfant est mort. Hein? C'est écrit naissance le 11 mai 1706. Puis, ben, le document ici, c'est la sépulture, donc l'acte d'inhumation, qui s'est déroulé le 11 mai 1706, dans la même journée. D'accord? Fait que là, on a inconnu du Chêneau, de sexe féminin, ici, NVN, nouveau-né, célibataire, présent, mais décédé. D'accord? Il était présent à son inhumation. Mais généralement, tu es présent à ton inhumation. OK? Généralement. Lui était présent, elle était présente à son inhumation. En présence de qui est-ce qui est présent? Le curé, le boulanger et Nicolas Thibault. P veut dire présent. Marie de la Mort, sage-femme. Ah! On ne dit pas qu'elle était présente. On dit juste que le monde était présent quand le monde signe ou qu'on indique leur présence dans l'acte. Le fait qu'elle ne soit pas là, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. OK? On ne l'a pas indiqué dans l'acte. Je vais te le montrer dans un instant, l'acte. On dit que cet enfant-là était la fille de René Duchesneau, qui était le père de 1 et conjoint de 3. 3, c'est mère de 1, conjointe de 2, Jeanne Guérin. Marie de la Mort, la sage-femme. Nicolas Thibault, témoin. Puis le boulanger, prêtre, témoin. Donc, la sage-femme. La sage-femme, personnage super important, je t'en ai parlé tantôt, elle habitait pas loin, c'est elle qui était là quand la mère accouchait, ça a mal viré probablement, l'enfant est mort, et je te rappelle que l'enfant n'a pas été baptisé. Dans une circonstance comme celle-là, la sage-femme avait
comme personne en autorité dans une affaire de femmes entre femmes. Il n'y a pas d'homme là. De femmes entre femmes. La personne en autorité, c'était la sage-femme. La sage-femme, elle a agi. Elle a probablement ondoyé l'enfant dans le sein de sa mère. C'est généralement ce qui arrivait. Donc, elle a posé les gestes religieux pour sauver l'enfant pendant qu'il était en train de mourir en accouchant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de baptême. Il est mort. Puis qu'on procède à la sépulture tout de suite de cet enfant-là. Super important comme geste. Dans un monde où la croyance était super forte, ben, on s'assurait ainsi que cet enfant-là allait être sauvé. Fait que quand je clique dessus, je vais prendre votre question dans un instant, sur la fiche de la famille, cet enfant-là, fille, n'a pas de baptême. Fait que je ne peux pas cliquer dessus pour aller voir le lieu de résidence. Fait que je suis allé voir sur le lieu de résidence dans l'inhumation, puis on ne mentionnait pas de lieu de résidence. Vous aviez une question? Ça ne l'indique pas dans celui-là. Je vais vous le montrer là que je l'ai. Là. Alors ici, un peu plus facile à lire, je vais te le lire. Alors, l'onzième jour du mois de mai de l'année 1706 a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre sous-signé, un enfant femelle, donc un enfant femelle, de René du Chesneau et de Jeanne Guérin, sa femme, ondoyé, on l'indiquait, ondoyé par Marie de la Mort. Est-ce que vous le voyez bien, là? Ondoyé par Marie de la Mort, faisant office de sage-femme, a été présent à son inhumation, Nick Thibault, le boulanger prêtre. Alors donc, cet enfant-là n'est l'ancêtre de personne ici aujourd'hui. Cet enfant-là est décédé. Puis ben, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que c'était intéressant qu'on puisse observer ce phénomène-là. D'autant plus que ceux et celles qui ont été informés du parcours historique qui a eu lieu cet été sur la rue Racine, au mois d'août, ben, il y avait entre autres Marie de la Mort, sage-femme, et Apolline Morin, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, demandez-vous pas pourquoi ils ont été choisis comme personnages. On les a un peu alimentés. Hein? On se comprend. Oui. Exact. Pourquoi Marie de la Mort est dans la fiche du PRDH? C'est parce qu'elle est mentionnée dans l'acte. D'accord? Puis, on mentionne dans l'acte la sage-femme juste quand ça va mal. D'accord? On ne mentionne jamais la sage-femme parce que généralement, ça va bien. Mais là, pareil, OK? Fiez-vous sur moi, elle est tout le temps là. D'accord? Elle a une job à temps plein, elle à faire ça comme sage-femme. Parce qu'elle a endoyé là, précisément dans. C'est pour ça qu'elle est dans l'acte. Parce que, voilà. Donc, c'est important. Tu sais, des fois, là, le père, généralement, c'est lui qui prend le bébé et qui l'amène se faire baptiser parce que la femme reste pour les relevailles. Là. Il va faire baptiser l'enfant, puis il y a toujours avec lui une fiole d'eau bénite pour baptiser l'enfant en cas de trouble dans le déplacement. Toujours, c'est super important parce qu'on ne veut pas perdre dans les limbes l'enfant en question. Donc, l'acte. Oui, absolument. La solidarité du Chesneau, Jeanne Guérin, vont vivre dans un lieu où la solidarité est nécessaire pour s'en sortir. Super important. Alors, les pionniers de Saint-Jacques font face, et de l'autre côté, ça marche aussi, là, à une terre en bois debout et doivent y travailler durement et rapidement afin de pouvoir s'y installer. De 1696, donc de la concession verbale, là, à 1709, bon, là, Duchesneau, lui, va déménager en cours de route, là, on le sait, là, tout en conservant une certaine continuité sociale, cette minuscule communauté de la Côte-Saint-Jacques va faire face à de grandes ruptures. La mortalité, le défrichement, les alliances matrimoniales, les naissances. Dans Saint-Jacques, là, plus de 35 enfants vont naître en 13 ans pour 10 terres. D'accord? Alors, pour 10 familles, donc. Donc, c'est presque 3 par année. Là. C'est énorme. Hein? Plus que 3 par année. C'est ça? Presque 3 par année. La communauté affronte ces changements en resserrant ses liens,
la famille, le voisinage deviennent donc le ciment de cette société naissante. La présence de cette sage-femme reste donc essentielle pour ces familles, tant à Saint-Jacques qu'à Saint-Martin, à l'ouest de la rivière. Ces deux côtes ne forment quasiment qu'une, à travers, au milieu desquelles là, il y a la rivière. Puis là, ce que je veux que tu retiennes, ça va dire quelque chose à certaines personnes. Il va y avoir un gué l'été, donc un passage à sec dans la rivière, qui va permettre de traverser à peu près en arrière de la petite chapelle du chemin là, sur Saint-Jacques. Là. Vous savez, le petit lieu de pèlerinage, là, de culte. Là. Donc, derrière, il y a une baissée du terrain. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Là, là l'été, ben, ça pouvait traverser à pied. Puis les deux communautés, sans avoir à monter puis traverser par le pont, pouvaient être en contact, en échange comme ça, via cet endroit-là. Donc, tout près de la terre de Philippe Paquette, Philippe Pasquier, là, un peu plus au nord de la côte du Rang. D'accord? Et pour te montrer comment... Oui, oui, Denis-Paul. Oui, madame, allez-y. Oui, oui. Il n'est plus là. En fait, il est où? Bonne question. En fait, présentement, je ne pourrais pas vous le dire hors de tout doute où il se trouve, mais la compagnie privée qui a acheté le terrain, qui a fait démolir la maison et qui avait pour projet de faire construire des maisons de ville, avait retiré le monument et l'avait préservé pour le réinstaller une fois que tout ça allait être bâti. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que récemment, dans les dernières semaines, on m'a informé en fait que le terrain était retombé à vendre. Et donc, là, je ne sais pas si... Puis, il n'y a rien qui a été construit, là. Bon, en tout cas, je pense. Moi pour être honnête, je ne suis jamais repassé là devant, je ne suis pas capable. Je n'ai jamais repassé là, ça fait 3 ans. Là. Je fais des détours, je ne passe pas sur Saint-Jacques, entre Chauveau et Bastien. Là. Puis, le monument devrait... C'était un monument qui a été érigé par la famille en question, puis qui a été tassé pour le préserver. Puis la ville, moi, j'ai questionné la ville là, au départ, là, puis ils m'ont assuré que le monument était en sécurité et protégé par la compagnie privée. C'est l'information que j'ai eue. Monsieur Savard. Je l'ai mal écrit, hein? C'est G-U-E. Je m'en rends compte, là, que vous me le dites. C'est pas le même. C'est pas. G-U-E. Je m'excuse. Ben, certainement. Oui. Certainement. Évidemment, parce que là, la couverture glacée permettait de circuler d'un côté à l'autre. Excusez ma faute. Oui, mais là, ça descend. Si vous y allez en arrière de la petite chapelle, là, vous allez voir que c'est pas pire, là. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr qu'avec une charrette. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a un chemin, là, même par Pincourt aussi, là, on peut descendre là, assez aisément. Là. On s'entend, là, mais pour circuler. Bon, en tout cas, aujourd'hui, là, aujourd'hui étant au 20e siècle. Là. Voilà. Donc, les familles se regroupent. Alors, un élément de solidarité est, sans l'ombre d'un doute, l'entraide familiale. René Duchesneau de Saint-Regret, en s'établissant à Pincourt, va renforcer cette idée-là. En effet, son épouse, Jeanne Guérin, est la sœur de Claudine Guérin. Claudine Guérin, qui se marie à Jean Merdieu dit Bourbon. Tu t'en souviens? Lui était témoin dans le contrat de mariage de Jeanne Guérin avec René Duchesneau de Saint-Regret. Fait que là, ils habitent à peu près un à côté de l'autre. Jeanne Guérin, Claudine Guérin. Je continue. Elle est aussi la sœur de Marie Guérin, qui se marie en 1687 avec Jean Leboeuf d'Iboutette. Alors, les 3 sœurs seront presque voisines et pionnières sur la côte Saint-Martin dite Pincourt, tout près de la résidence de leurs parents, au pied de la chute. C'est pas la côte Saint-Martin du Pincourt qu'on aurait dû l'appeler, c'est la côte des sœurs Guérin. Assurément qu'on aurait dû nommer. Évidemment, dans cette époque-là, nommer des affaires au nom de femmes, on ne faisait pas ça souvent. Juste pour te remonter, là, je ne veux pas t'étourdir, je reviens à la carte de Gédéon de Catalogne, à la diapositive numéro 12. Regardez-les, là. Ici, il y a une Guérin. Ici, il y a une Guérin.
Puis ici, Bourbon, il y a une Guérin. Fait il y a 3 Guérins, les 3 sœurs Guérin sur les 4 premières côtes au nord de la côte Saint-Martin d'Ipincourt. C'est clair que ce monde-là vivait soudé en s'entraidant, en étant solidaires entre eux, entre elles, sur des terres rudes, difficiles à défricher et à faire pousser quelques variétés, comme dirait Richard Desjardins, de carottes polaires, hein, en contemplant les nombreux et variés couchers de soleil, en égrenant le chapelet en beluet séché. Fin de la citation. Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient de Richard Desjardins. Alors, donc, ça, c'est clair pour moi que la famille, que la solidarité, que les sœurs Guérin qui vivent une à côté de l'autre, ça devient le fond, le filet de la création de ce rang-là, de ces terres-là. Mais sur la carte, c'est le nom des bonhommes qu'on écrit, c'est pas le nom des sœurs Guérin. Alors, je retourne où j'étais rendu. C'était à la diapositive 17. Alors voilà, donc les familles se regroupent, c'est ce que je viens de dire. On n'est pas loin des parents qui, eux, sont établis sur un vieux bien depuis plus longtemps et qui ont sans doute la chance d'aider les jeunes filles de la famille et leur mari à s'établir et à faire ce travail-là. Un exemple de proximité, c'est le 21 novembre 1706. Et là, regarde bien, c'est une fiche de baptême. On baptise Marie-Jeanne Boutette, qui est la fille de Jean Boutette et de Marie Guérin. Alors, on indique leur lieu de résidence, ils résident à Pincourt. Et qui est-ce qui est présent? Bon, il y a Jean-François Savard, là, qui était un des voisins. Là, je ne sais pas si tu avais remarqué sur la carte lorsqu'on le regardait tout à l'heure. On l'appelle souvent, ce Jean-François Savard-là, si je ne me trompe pas, dit le Suisse. Là, je ne sais pas si c'est lui, en tout cas. Il y en a un qu'on appelle dit le Suisse. Alors, qui est présent aussi? Jeanne Guérin. Sûrement Parrain-Morel et René Duchesneau, qui lui n'est pas présent, mais qui est probablement mentionné, en tout cas, on présume qu'il n'est pas présent, mais qui est probablement mentionné dans l'acte, probablement comme Parrain-Morel. Peut-être. Des témoins. Oui, oui, c'est ça. Jeanne Guérin, épouse conjointe de René Duchesneau. Ça va? Oui, vous avez raison. Alors, en 1706, pour ces Guérins-là, ces boutettes-là, bien, eux autres, on indiquait Pincourt. Donc, qui est un peu au sud de la terre de René Duchesneau dit sans regret. Et on peut donc penser ou émettre l'hypothèse, comme ils étaient en 6 construits et qu'ils habitaient Pincourt, leur résidence, c'est écrit résidence, bien, on peut présumer qu'en 6, bien, René Duchesneau, qui avait la terre, la première terre un peu au nord, bien, résidait déjà là aussi. Vous voyez, c'est comme un indice de plus qui nous permet de comprendre qu'en 6, bien, Duchesneau était déjà présent. C'est sûr qu'on était à la fin de l'année 1706, puis là, c'est quand on commence à regarder les mois et les jours, là, à un moment donné, on devient fou, là, mais c'est ça. C'est quasiment ça, ma vie. Là. Oui, Denis. Le front des terres était sur l'ornière, oui, effectivement. Puis là, à un moment donné, ça va bouger parce qu'on va se retrouver là, comme avec une deuxième génération de maisons qui vont se retrouver avec le front sur le long du chemin Pincourt, qui lui va se retrouver vers la rivière Saint-Charles. Fait que tu sais, comme Ward, là, qui a la terre au fond de la courbe, bien, eux autres, c'est comme une deuxième génération de maisons. Deuxième ou troisième, je ne sais pas trop, là. Puis beaucoup des maisons originales qui étaient sur le front de l'ornière vont disparaître avec le temps, j'ose imaginer. Ils vont plus vers la rivière. D'accord? Parce que les maisons qui ont le front sur l'ornière, c'est les maisons qui ont la concession Lormière, qui se trouve à l'ouest du boulevard Lormière, généralement. D'accord? Mais en remontant, on va en retrouver quelques-unes. Là. Au sud de la rue Durand, là, il va en avoir quelques-unes. Là. Éventuellement, là, la famille Rollet, entre autres, là, dans le coin du McDo d'aujourd'hui. Donc, on va en avoir quelques-unes des vieilles. Ça va? Ouais. L'inhumation au cimetière de Charlesbourg. Alors ici, ben là, évidemment, ce beau monde-là va avoir une fin.
Alors, la boucle va se boucler, le front pionnier va mourir, là, la génération des pionniers va mourir. Alors, on a la sépulture ici à Charlebourg de René Duchesneau. Vous voyez qu'on a toutes les manières de l'écrire, là, hein? AI, AI, il manque plus juste O, là, en 2 mots, etc. Qui va mourir à l'âge de 75 ans. Il va décéder, en fait, le 9 mai 1740, être inhumé le 10 mai, donc la journée suivante. Alors, c'est pas comme c'est pas comme la reine. La reine, ça a pris à peu près 3 semaines. Écoute, là, à un moment donné. Mais eux autres, c'est le lendemain. Ah ouais, le lendemain, la reine, là, elle avait comme un sarcophage de plomb, je pense. Là, fait qu'elle n'a comme pas eu accès à l'air. Fait qu'elle va comme sécher bien lentement dans le temps. En tout cas, eux autres, ils ne séchaient pas. C'était ah ouais, dépêche-toi avant que ça sente. À 75 ans, il est présent, mais il est décédé, bien sûr, parce qu'il assiste à son inhumation, tu comprends bien. Puis, c'est un garçon. Donc, il y a des témoins. Charles Villeneuve, qui était présent, un homme, et Charles Bédard, présent, un homme. Puis, il y a le curé boulanger, le boulanger, prêtre, célibataire, bien sûr, présent, et un homme aussi. Puis, on mentionne une petite note, là. Ont été présents Charles Villeneuve, Charles Bédard, les enfants. Fin de la citation. Donc, probablement que les enfants survivants de René Duchesneau de Saint-Regret étaient également présents lors de cette inhumation-là. Donc, c'est ce qu'on mentionne. On met une petite note comme ça lorsqu'il y a une mention spéciale. Oui, Francine? C'est des témoins, là. Tu sais, les premiers du bar qu'on ramasse et qui veulent signer l'acte, là. Toujours les mêmes, là. C'est ça. C'est possible. C'est possible. Non, elle est encore en vie, elle. Jeanne Guérin, elle va survivre, mais on ne l'indique pas. Vous voyez qu'on n'indique pas la femme, là. Elle est sûrement présente, d'accord, mais elle n'est pas indiquée dans la page de la base de données ni dans l'acte. Si elle avait été mentionnée dans l'acte, elle aurait été écrite ici sur cette fiche de la base de données. C'est pas mal toujours ça, hein? On indique rarement les noms des femmes, des épouses, là, dans des actes de sépulture comme celle-là. Donc, lui, il meurt en 1740. Elle tombe veuve, puis elle habite toujours la terre de Saint-Martin-du-Pincourt. Puis, elle va rapidement se rendre compte qu'elle n'est plus capable de gérer tout ça tout seul. Elle est âgée, elle décide, comme on faisait régulièrement à cette époque-là, de se donner, de faire une donation entre vifs étant des vivants, là, à un de ses fils. Donc, la donation par Jeanne Guérin, le 15 avril 1742, donc 2 ans après le décès de son mari, veuve de feu René Duchesneau, vivant, habitant, demeurant au village de Saint-Martin, en la seigneurie Saint-Gabriel, à Jean-Baptiste Duchesneau, son fils, à savoir la moitié franche de tous ses biens meubles et immeubles, comprenant notamment 3/4 d'arpents de terre de front sur 20 de profondeur, ici, aux 10 villages de Saint-Martin. La donation est passée par devant le maître Duprac, notaire des seigneuries de Beauport, Saint-Gabriel et Notre-Dame-des-Anges. Donc, elle se donne. Puis là, c'est avec toutes les affaires qu'on décrit entièrement dans l'acte de donation. Je t'épargne de ça. Je ne l'ai pas lu en entier, bien sûr. Ce n'était pas ça l'objectif aujourd'hui, mais on dit souvent toutes sortes de clauses comme je donne la terre, les récoltes, les outils aratoires, les animaux, etc., etc. Mais on se doit de me loger décemment, de payer mes vêtements, etc., etc., de me nourrir, de payer mes funérailles un coup que je serai décédé. Donc, on décrit ça entièrement dans un acte de donation comme celui-là. Donc, 2 ans après la mort de son mari, elle se donne à un de ses plus jeunes fils.
pas le plus vieux. Souvent, on pense que c'est le plus vieux qui hérite, qui se fait donner. Ce n'est pas le cas. Parce que le plus vieux, lui, est probablement marié depuis belle lurette. Il est parti, il est établi. Hein? Les femmes, les filles, les enfants femelles, comme on le disait tantôt, on s'en débarrasse vite parce que on veut les marier tôt parce que ça mange, puis ça crée des dépenses, puis tout. Fait qu'on s'en débarrasse pour qu'ils se marient. Débarrasse, tu comprends que c'est une blague ici, là. Puis ben là, il va rester les plus jeunes gars. Les plus jeunes gars, ben, c'est souvent à eux qu'on fait cette donation-là. Donc, un des plus jeunes gars va ramasser la terre, va s'occuper de sa mère ou de ses vieux parents jusqu'à temps qu'il parte, puis il va garder la terre par la suite. Donc, c'est Jean-Baptiste Duchesneau, un de leurs fils, qui va hériter de cette terre-là en 1742. Donc, oui, c'est ça. Ben là, je ne l'ai pas lu en entier, je ne peux pas répondre n'importe quoi, mais je présume probablement que, en tout cas, j'émets une hypothèse, qu'à la mort de Duchesneau, il avait peut-être déjà préalablement donné déjà une moitié ou établi un de ses autres fils sur une autre moitié. Donc, c'est peut-être pour ça. Il faudrait que je lise les documents au complet, là. Mais il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut émettre comme ça. Parce que là, on parle de... Attendez un petit peu, là, on dit combien d'arpents là, de front? Un trois quarts d'arpent de terre de front. Ce n'est pas une grande terre. Généralement, un front, ça a au moins deux, voire trois arpents de front. Trois quarts, là, c'est probablement. Ouais, c'est ça, là, parce qu'un arpent, là, c'est 56 mètres là, ou 180 pieds à peu près, là, plus ou moins. Alors, donc, trois quarts de ça, c'est une relativement petite terre. D'accord? Donc, probablement qu'il y a eu un morcellement antérieure à la mort du bonhomme ou au moment de. Tu sais, bon, je ne sais pas, je ne connais pas la chronologie de tout ça précisément, mais il s'est passé quelque chose, c'est sûr. D'accord? Vous, M. Savard, allez-y. Oui, elle avait la moitié. C'est ça. C'est sa moitié à elle. Voilà. Possible. C'est ça. On ne testait pas beaucoup. Hein. On ne testait pas beaucoup à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Il y a plein de possibilités là, à vérifier éventuellement. Probablement, j'imagine. Voilà. Alors, elle se donne et elle va aussi subir. Ah, ben ici, là, c'est le début de l'acte de donation. Là. Alors, par devant Saint-Gabriel, Jeanne Guérin. Ici, ouais, c'est ça. Veuve de feu René Duchesneau, vivant, habitant, en tout cas, au village de Saint-Martin, au Seigneurie Saint-Gabriel. Bon. Hein, c'est ça. On pourrait le lire relativement facilement, là, mais c'est le début de l'acte de donation. On mentionne là, avoir donné, délaissé, abandonné par donation, pure et simple et irrévocable, entre vifs, en la meilleure forme, etc. Vous irez le voir. Hein? Allez dans Ad Vitam, qui est le moteur de recherche des Archives nationales du Québec. Tapez donation, Jeanne Guérin, 1742, vous allez tomber dessus, vous allez l'avoir, puis vous le lirez. Vous me le direz la prochaine fois. Alors, elle se donne. Donc, Jeanne Guérin, cette pionnière qui a défriché deux terres, qui a donné naissance à plus d'une dizaine d'enfants, qui a subi des deuils, des enfants morts-nés, etc., qui a déménagé, qui a suivi son mari, qui avait ses sœurs à côté d'elle pour survivre à cette vie difficile. En fait, eux autres, je dis une vie difficile, mais c'est parce que je la compare avec la nôtre, là. Hein? Bien sûr, mais eux autres, ils ne savaient pas que la nôtre allait exister et qu'elle allait être plus facile. Là. Pour eux autres, c'est une vie normale, on va dire ça comme ça. Mais notre regard nous dit que c'est une vie difficile, on le comprend bien. Puis ben, finalement, elle donne sa moitié de la terre, puis elle va décéder. L'année suivante, en mars 1743, alors Marie-Jeanne Guérin, 64 ans,
Alors, elle est présente, mais elle est décédée. C'est ça, à son inhumation, là, généralement. C'est ça. Alors, on mentionne que René Duchesneau, là, état matrimonial, c'est drôle, on le met veuf, là, mais il n'a jamais. C'est bizarre, là. Il n'a jamais été veuf, là. Il est mort avant elle. Il n'était pas veuf. Hein? Puis là, on mentionne les personnes qui sont présentes. Donc, Nicolas Jacques, présent, puis Charles Bédard, témoin. C'est pas le même qu'on avait tantôt. C'est le même Charles Bédard. Il y a quelque chose à voir. C'est peut-être le fossoyeur, comme on dit, là. C'est le gars de la cour à bois, Charles Bédard, impossible. Alors, vous voyez là, la personne qui a signé l'acte, c'est Isidore Marsollet, qui était prêtre, frère Récollet. Donc, lui, c'est un Récollet. Donc, on a eu des Récollets à Charlebourg qui sont venus aider le curé de Charlebourg parce que déjà, la paroisse était énorme et elle était difficile à couvrir. C'est pour ça qu'éventuellement, 20 ans plus tard, là, on va ouvrir un registre ici, puis que les demandes, les requêtes pour faire une paroisse séparée de Charlebourg vont commencer à apparaître, là. Déjà, on a de la difficulté à gérer le territoire. Ça va? Donc, on la descend dans le trou à côté de son veuf, René Duchesneau de Saint-Regret. Puis, ben, ça vient boucler la boucle de cette famille, de cette unité familiale pionnière de Jeanne Guérin et de René Duchesneau de Saint-Regret. Mes sources. Le PRDH, qui a été d'une grande aide dans ma réflexion autour de ça. Tu sais, quand tu me donnes un thème et que je vais piger des photos dans nos bases de photos, c'est facile pour moi, là. Là, c'était plus difficile. Il a fallu que j'y pense un peu plus, puis je me demande comment j'allais vous parler de quelqu'un comme ça, sur lequel il n'y a pas beaucoup de traces écrites. Hein? On est pris avec ça, nous, en histoire, dans les traces écrites, je te l'ai dit tantôt. Mais le PRDH m'a bien aidé. Plusieurs recherches dans Advitam. Donc, Advitam, c'est le moteur de recherche des Archives nationales du Québec. Si vous n'êtes jamais allé, allez-y, amusez-vous là-dedans. Plusieurs heures plus tard, là, vous allez vous rendre compte que vous avez investi beaucoup de temps, puis vous ne vous souviendrez plus de quoi vous vouliez chercher au début. Mais ça fait ça, hein? Puis c'est le fun, c'est bien construit, tu peux limiter dans le temps, avoir plusieurs mots-clés, avoir des et, des ou, tu sais, plusieurs mots ensemble, écrits différemment. Puis ça, c'est vraiment un moteur qui est bien construit. Puis ben, souvent, les pièces sont numérisées, ce qui est le fun pour nous. Parfois, les pièces ne le sont pas. Là. Dans le cas ici, là, c'est dans le fond des biens des Jésuites. Donc, c'est beaucoup, très, très, très numérisé. Donc, c'est facilement accessible. Les actes de concession, puis tout ça, là, c'est facilement accessible. Soit dit en passant, avant de continuer, je fais une parenthèse sur les actes de concession. Dans Saint-Martin-d'Ipincourt, on n'a pas les actes de concession. Ils ne sont pas dans les biens des Jésuites, dans le fond des biens des Jésuites. Dans Saint-Jacques, c'est clair. Les 10 premières terres, tac, dans le fond des biens des Jésuites, sont facilement trouvables, toute la même date. Sur Saint-Antoine, ici, ça se trouve. Dans Sainte-Geneviève, ça se trouve. Partout, ça se trouve. L'Ormière, tout est là. Saint-Martin-du-Pincourt, ce n'est pas dans le fond des biens des Jésuites. Alors, il faudrait les chercher individuellement dans des greffes de notaires, avec un outil qui existe aussi là, à l'Université de Montréal qui s'appelle Parchemin, qui pourrait nous aider là, avec des noms de personnes, mais c'est limité dans le temps, puis c'est plus difficile. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aimais l'hypothèse que les Jésuites ont concédé probablement verbalement, puis qu'il n'y a peut-être jamais de concessions écrites qui ont été faites par la suite, mais qui ont réclamé des censés rendre pareil, parce qu'on va retrouver ces terres-là dans des documents seigneuriaux qui vont arriver par la suite, des censiers, des terriers, dans lesquels on fait, mettons, telle année, un tel a payé tant, telle année, un tel a payé tant, telle année, etc., etc. Donc, les terres de Pincourt s'y trouvent, mais les actes de concession, non. Pas dans le fond des biens des Jésuites. Peut-être que dans les greffes de notaire, ils existent, mais je ne suis pas rendu là pour les chercher encore. Le registre de la paroisse de Charlebourg, donc, que j'ai utilisé aussi là, via Family Search, là, qui est disponible gratuitement, que vous pouvez utiliser là, en vous connectant gratuitement. Tu peux chercher dans tous les registres de toutes les paroisses du Québec, là, ce qui est merveilleux.
Ça aussi, tu peux chercher longtemps, puis pas te souvenir qu'est-ce que tu cherchais au début quand tu commences, là, après quelques heures. Je vois Francine qui comprend très bien ce que je dis derrière. Google Maps aussi pour la photo. Hein. Je ne suis pas allé prendre une photo moi-même, là, donc Google Maps, j'ai prise sur Google Maps. Puis la recherche, ben, c'est moi qui l'ai faite. Puis ben, j'ai trouvé ça bien le fun de faire ça sur un pionnier comme ça. Puis je me rends compte que pionnier, c'est une grande étiquette hein, au masculin, mais j'aurais le goût ce soir de parler aussi de la pionnière. Puis je l'ai faite en masse, puis je suis content d'avoir évoqué les femmes pionnières, là, un peu toujours dans l'ombre. Là. Tu sais, on parle souvent du gars qui était soldat, qui était. Tu sais, mais la femme, elle a un rôle super important à jouer aussi. Vous avez une question, Francine? Euh, je, un peu plus bas, mais c'est une terre qui était large, là. Donc, elle couvrait sans doute une partie du territoire au sud de la rue Durand. Donc, c'est au sud de la rue Durand, là. Puis, tu sais, là, tu peux descendre un bon bout, là. Tu sais, si tu as plusieurs arpents, là, de front, là, il est plus bas, relativement proche de la rue Durand, mais plus au sud, là. Plus au sud. Je ne sais pas à quelle distance, il faudrait que je le mesure précisément, là, avec Google Maps, là, on pourrait faire ça, là. Hugo, je pense qu'il est déjà en train de le calculer. Mais c'est ça. Fait que ces terres-là, là, parce que jusqu'à la rue Durand, c'était des terres nord-sud. Puis à partir de la rue Durand, les terres des deux côtés de la rivière vont devenir des terres est-ouest. D'accord? Il y avait Mme Duchesneau. Oui. Ben, ça me fait plaisir. Oui, oui. Puis, oui. Puis vous, puis vous, votre équipe là, de Duchesneau, y a-tu des racines quelque part ici? OK? OK. Ben ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben c'est sûr que là, tu sais, à l'origine, vous avez vu, là, il y a un immigrant du Duchesneau, là. Tu sais, il y en a un. Fait que c'est sûr que tous les Duchesneau, là, ce que je disais au début, ben, sont tous parents avec ce Duchesneau-là. Fait que quand tu t'appelles Duchesneau puis tu rencontres un Duchesneau, c'est sûr qu'il y a un lien de parenté, tu sais. Nécessairement. Où que ça connecte, ben là, c'est ça qui est le plaisir de chercher. Mais sinon, là, y a-t-il des gens ici qui ont idée ou souvenir ou entendu parler qu'il y avait encore des Duchesneau dans Pincourt qui. Non, non. Ça se peut aussi, là, c'est non. C'est des gens du village Huron. Oui, oui, je pense qu'il n'y avait pas un Duchesneau aussi, là, sur la rue. Possible. Il n'y avait pas un de ces Duchesneau-là qui était mort dans la Première Guerre mondiale aussi? Je pense que oui. Il faudrait que je vérifie, là, mais possible. Oui, parce qu'à un moment donné, ben, il y a des Duchesneau, comme on disait, là, qui ont dû faire des mariages mixtes, puis ben, ils ont continué à s'appeler Duchesneau, mais qui étaient devenus des Hurons parce qu'ils se sont mariés avec des Hurons de l'autre côté. Possible. Possible, parce que là, on est à l'époque où ils arrivent dans le secteur en plus. Là. Tu sais, les Hurons arrivent en 1697, en plein dans les années, dans les grosses années
où on a nos Duchesneau puis nos Guérin qui sont là, tu sais. Fait que c'est clair qu'à un moment donné, ben, tu sais, l'amour n'a pas de frontières. Oui, M. Martel. Programme de recherche en démographie historique. C'est ça qui fait les petites fiches là, jaunes et bleues là, qui va. Non, c'est l'Université de Montréal. Il faut s'abonner, puis ça coûte $1, pas $1. Tu achètes une certaine quantité de recherche, de clics. C'est ça. Oui, oui, quand on est membre de BANQ, exact. Quand on est membre de BANQ, qu'on a notre petite carte là, d'accès aux archives, là, on peut avoir accès avec notre numéro de membre gratuitement. C'est ça. Aussi. Évidemment, ça aussi, c'est une affaire quand tu te mets là-dedans. 2 heures plus tard, tu te demandes c'est quoi tu cherchais au départ, puis ça finit jamais. Surtout qu'il y a des liens cliquables là, dans les fiches. Là. Fait que tu cliques dessus, là, tu t'amènes. Ben voyons, il était marié avec un tel, marié avec un tel, marié. Voyons, fils de tatatac, ça finit plus. Oui, ça arrête en 1840 pour le moment. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça arrêtait en 1800. Donc, tu avais du monde qui naissait, mais qui mourait jamais. Là. On se comprend? Il mourait quand même, mais il n'était pas répertorié. Allez-y. Oui. BANQ, cartes et plans. Allez dans Google, tapez BANQ, cartes et plans. Écrivez dans le moteur de recherche qui vous apparaît Gédéon de Catalogne. Vous allez la trouver très facilement. C'est une carte. Là, j'ai mis un extrait de la carte, mais plus largement, c'est la carte du gouvernement de Québec qui présente l'île d'Orléans, la côte de Beaupré, Lauson, la Rive-Sud, etc. Tu as la carte du gouvernement de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. C'est l'ensemble ou à peu près de la vallée du Saint-Laurent, où il y a les noms de tout le monde là, qui habitait à ce moment-là. Des fois, il y a des petites particularités, là. C'est comme des fois, on écrit sans regret, des fois, on écrit Duchesneau. Là, à un moment donné, il faut que tu penses comme eux autres pour essayer de faire les liens et savoir qui est qui. Là. Ça aussi, là, quand tu commences avec ça. Là. Quand tu commences à essayer de connecter la carte imparfaite avec des actes de concession, d'autres documents, croiser ça, c'est une autre affaire qui finit jamais. Là. Des heures de plaisir. Mais écoutez, hein? C'est ça. J'aime ça. Vous autres aussi, je pense, hein? C'est pour ça que vous êtes là. D'autres questions? Sinon, Société d'histoire, il faut célébrer l'affaire. Je vous invite ce samedi à 10 h le matin au monument où on inaugurera notre prise de possession officielle du dit monument. Alors, je vous invite personnellement à être présent samedi matin à 10 h au monument. Puis on va faire un petit discours derrière. Puis célébrer les pionniers de la Côte-Saint-Jacques et de la Côte-Saint-Martin-du-Pincourt. Mon frère Guy veut parler? On va le faire. Oui, c'est ça. On ne savait pas trop qui était là lundi soir, mais après lundi soir, là, on sait qui reste. C'est ça. Sinon, s'il n'y en a pas, on fera ça entre nous autres et on aura bien du plaisir. Un 15-20 minutes ensemble au monument, si ça vous tente. On prendra une photo de groupe, puis on enverra ça dans les journaux locaux, là, puis sur nos pages Facebook, puis on aura bien du plaisir. Monsieur Savard. C'est Hydro-Québec. Ouais. Ouais. Je pense que oui, là. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que je suis certain. Je pense que Hugo est même en train de vérifier. Oui, c'est ça. C'est vraiment proche d'être en dessous d'un pylône. Là. Ouais. C'est sûr de l'hôpital. Ouais. Entre Durham-Sicotte. Merci, Denis. Sur de l'hôpital. Le monument fait face à la rue de l'hôpital. Vous descendez à la rue de l'hôpital jusqu'à temps que vous arriviez. Côté ouest, au monument, samedi matin. Si ça vous tente, moi, être là. Vendredi, m'aller tondre le gazon autour pour qu'il soit bien beau. Je suis allé 2-3 fois dans l'été. Hein, ça vient avec une responsabilité.
C'est ça. J'avais pensé mettre des plants de tomates aussi là, dans l'été, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait finalement. Oui, c'est Hydro-Québec. On confirme que c'est Hydro-Québec qui est propriétaire du terrain. Donc, c'est pour ça qu'on leur a loué la terre. On a continué le contrat de la Corporation des descendants de René Duchesneau du Saint-Regret, Inc. C'est ça. Hugo? C'est 40 mètres au sud de Durand, donc à peu près 3/4 d'arpent. C'est quand on disait tantôt, 3/4 d'arpent à partir de Durand. Au sud, le monument se trouve à 3/4 d'arpent. Fait qu'on est dedans. En coup d'œil, ben là, je me fie sur toi pour aller le compter, Guy. Vas-y. Bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous pour ce premier mercredi d'histoire de la Haute-Saint-Charles de la saison. Et oui, exactement. Alors, vous savez qu'on a été victime d'un dégât d'eau dans l'année au mois de janvier dernier. On a déjà fait une réunion où on a fait l'Assemblée générale il y a 2 semaines. On a ouvert le local, ceux qui voulaient le voir, entièrement rénové et réinstallé. Je vous rappelle qu'on a tout sorti en 24 heures du local à la suite du dégât d'eau et on a pris environ 6 mois, 8 mois, 8 mois, 8 mois à tout re-rentrer et tout réinstaller. Ça nous a permis d'éléguer des affaires qu'on se demandait pourquoi qu'on avait et qui ne servaient pas. Puis ça nous a permis de tout voir ce qu'on avait, puis de tout classer comme il faut. Le local est neuf, puis je vous invite à venir de l'autre côté, voir le local si vous avez le goût de venir le voir, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Alors merci, puis on se voit dans un mois où je vais vous parler de l'histoire du terrain du Irving. Vous savez, le Irving au coin de la rue? Je vais vous faire une présentation historique sur le terrain du Irving.